Bonjour à tous. Euh, je vais vous parler de Nomad, l'orchestrateur d'HashiCorp. Donc pour ceux qui étaient là au slot de Nick Jackson, rassurez-vous, je ne vais pas faire un redit parce que je pense que ça vous ennuierait et moi aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un peu plus loin dans ce qu'est Nomad, un peu plus dans la création de Nomad, dans la gestion de Nomad et surtout dans son intégration dans la suite HashiCorp. Hop là. Si ça va bien marcher, voilà. Donc, moi, je suis Bastien Cadio, je suis précédemment architecte virtualisation, aujourd'hui lead DevOps dans un grand groupe de médias français dont je tairai le nom, et surtout, je suis cloud builder pour Whiskel, qui est coordinateur de l'événement auquel vous avez participé aujourd'hui. Et ce qui va nous intéresser notamment pour la présentation d'aujourd'hui, c'est que je suis utilisateur d'HashiCorp depuis longtemps, donc notamment Terraform, Consul, Vagrant, et Nomad depuis la toute première release publique, la 0.1.0. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup de choses qui ont évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit être en 0.5.6, donc ça a pas mal évolué, ça fait 1 an et demi, 2 ans que c'est sorti. Et justement, on va voir un peu tout ce que ça signifie. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit dans un monde de conteneurs. Il y a des conteneurs partout, on s'en sert au quotidien, on en utilise, on fait de la dev avec, on fait de la prod avec, on fait plein de choses. Et toujours, les conteneurs, ça commence par quelque chose de très simple. On commence par Docker, Rocket, d'autres solutions. On se dit, c'est super bien, on fait du test avec, on fait de la dev avec, on s'amuse, c'est génial. Et après, on se dit, c'est génial, maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour passer un peu à l'échelle, pour mettre un peu ça en place, au-delà de mon poste de travail utilisateur? On se dit, OK, je vais essayer de passer en production. Et là, soudainement, c'est le drame. Il s'en apparaît plein de choses, des choses qu'on ne connaît pas, des choses dont on n'a pas la compétence, du Mesos, du CoreOS, du CloudStack, de Paraton, plein de termes qui sont hyper complexes et on n'a pas forcément la compétence. Nous, tout ce qu'on voulait faire, c'était on voulait faire du Docker, on voulait faire du Rocket, on voulait faire quelque chose de simple parce que quand même les conteneurs, c'est quelque chose qui fait cool. Donc voilà, on se dit, OK, on va passer en production. Avant de commencer à rentrer dedans et tête baissée dans toutes ces solutions, on va essayer de comprendre un nombre de choses qui est important pour la garder à l'esprit sur la construction de notre production à base de conteneurs. Première chose, la démo n'est pas la réalité. Ça, c'est un principe que je pense que beaucoup d'entre vous ont expérimenté. Quand on voit quelque chose en démo, quand on voit quelque chose en meet-up, quand on se dit hey, yes, ça marche super bien, je vais essayer. En démo, c'est comme ça. C'est génial, ça marche, ça roule. Sauf tout à l'heure, on a eu ça un peu déconné pour certains, mais bon, faut pas leur en vouloir. Mais généralement, ça marche bien, ça se passe super bien, ça s'imbrique, et c'est merveilleux. On se dit, j'ai essayé ça chez moi. On essaye. Voilà. Ça me fait penser un peu à la phrase « jusqu'ici, tout va bien ». Vous voyez les trucs qui tombent? Ben voilà, c'est un peu votre prod, ils se disent « en démo, ça marchait pourtant ». OK. Second principe. L'environnement dev n'est pas la production. C'est-à-dire que les principes que vous avez vus et que vous avez testés sur votre démonstrateur, votre preuve de concept, ils sont bien et les principes resteront plus ou moins les mêmes. Mais le passage à l'échelle n'est jamais aussi simple. C'est-à-dire que, OK, ça marche, effectivement, c'est les mêmes principes qui sont à l'œuvre, mais je vous garantis que si vous essayez d'aller sur Mars, sur Lune avec un truc comme ça, il va falloir monter un peu en pression parce que ça ne suffira pas. Troisième chose. Comprendre l'architecture n'est pas optionnel. C'est-à-dire qu'il y a des solutions du marché qui sont super bien, qui marchent super bien, et quand vous les essayez, c'est un peu long quand même le quick start. OK, je tape telle commande, je vois à peu près ce qu'elle fait, telle autre, c'est plus compliqué. Et à la fin, vous tapez 10 commandes, bon, de toute façon, je verrai plus tard comment ça marche. Vous avez tapé 10 commandes sans comprendre ce qu'elles faisaient, votre cluster est en prod, et on vous dit OK, bon, je commence à avancer dessus. Mais soudainement, c'est le drame. Et là, il faut faire quelque chose. Et vous n'avez pas trop compris ce que vous avez fait, vous n'avez pas trop compris quels étaient les différents démons qui tournaient, comment ils interagissaient ensemble. OK, on met une rustine. De toute façon, il faut le faire, maintenant c'est en prod, on n'a pas le choix. C'est quelque chose qui est vécu, qu'on arrive et qu'on voit souvent, c'est OK, il ne faut pas faire autrement. Dernière chose, l'installation compliquée, c'est rarement un bon signe. C'est un peu le corollaire de ce que je disais tout à l'heure. Si déjà vous ne comprenez pas ce que vous faites quand vous le faites, qu'est-ce qui se passera une fois que vous aurez un problème, une fois que vous devriez vous plonger dans la doc? Et parce que de toute façon, quand vous aurez un incident, elle sera très rarement dans les pages troubleshoot, dans les pages de dépannage de l'éditeur, quoi. Et vous vous retrouvez souvent faire, OK, bon, attends, je suis là, comment je vais faire pour dépanner? Mais attends, tout à l'heure ça marchait, pourtant la commande qui dit ce qu'il faut faire, ça marche pas. OK, bon, OK. C'est très compliqué. En regardant un peu tout ça, tous ces retours d'expérience et tous ces principes qu'on regarde à l'œuvre, on se rend compte que déployer une production à base de conteneurs, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il y a un certain nombre de principes qu'on doit garder en tête pour faire les choses correctement. Premier principe, et celui qui va nous gouverner un peu,
c'est la notion d'orchestrateur. Un orchestrateur, c'est quelque chose que forcément, quand on est sur le poste de travail développeur, quand on teste des conteneurs, on n'est pas confronté à ce genre de besoin. On se dit, voilà, je fais un Docker run, ça marche, c'est génial. Ok, mais en prod, c'est un peu plus compliqué. On va essayer un orchestrateur qui va apporter un certain nombre de choses qui nous sont particulièrement utiles. On va rappeler les principes pour qu'on ait bien en tête tous ce vers quoi on tend et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce genre de choses. Premier principe de notre orchestrateur, la rationalisation et simplification. Rationalisation, ça signifie que l'infra que vous allez déployer sur votre production, l'infra que vous allez utiliser, doit être de manière un peu homogène. C'est-à-dire que vous allez... Hop là, il manque un bout. Cool. Vous allez devoir rationaliser la manière dont vous allez gérer pour éviter de se dire ça dans tous les sens, pour éviter d'aller construire des trucs un peu à droite à gauche. Votre orchestrateur, son rôle, ça va être rationaliser aussi bien les nodes d'exécution que votre cluster, que les plateformes que vous allez gérer. On va simplifier aussi, parce que c'est un peu justement le but de tout ça. Vu qu'on rationalise, on va pouvoir simplifier nos déploiements, simplifier notre gestion et simplifier la vie courante de notre exploitation de nos clusters de conteneurs. Autre principe, standardisation et densification. Comme vous le voyez, sur tous les principes qu'on énonce là, ils sont tous reliés les uns à l'autre, parce que finalement, on sait tous un peu ce que c'est que l'orchestration, mais redéfinir un peu sur quoi on travaille, c'est intéressant. La standardisation va nous permettre notamment de définir ce qu'on offre comme service à nos clients internes ou externes. L'offre de service, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête lorsqu'on construit nos infrastructures, construit nos architectures, parce que nous, ce qu'on veut, parce pour beaucoup, on est des techniques, on veut que ça marche, on voit que ça marche, la démonstration fonctionne, c'est bien. Mais le but, c'est quand même derrière de fournir un service, surtout quand on crée une infra à base de conteneurs, c'est pas nous dans notre coin qui allons instancier des dizaines de serveurs d'infra. On veut offrir un service. Donc en standardisant la manière dont on offre le service à nos clients, ça nous permet justement de rationaliser, de simplifier, de gérer. La densification, justement, vu que notre orchestrateur va nous permettre de gérer nos ressources, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Nick Jackson quand il parlait de Nomad, c'est qu'il fait notamment du fingerprint. Il va voir ce qui est consommé sur les hosts, aussi bien en termes de CPU, de RAM, de network, de disque, et il va dire, OK, donc j'ai une plateforme qui me demande tant de ressources, où est-ce que je vais la mettre? Et vous, avec toute la meilleure volonté du monde, vous allez vous échiner si vous essayez de le faire à la main. Vérifier tout ce qui reste sur vos hosts pour les placer à la main. Redévelopper manuellement toutes ces fonctionnalités. Autant faire appel à un orchestrateur dont c'est le travail. Les autres principes maintenant, après ça, je finirai avec un peu tout ça. L'ordonnancement et la priorisation. L'ordonnancement, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est la façon dont on va exécuter les tâches, la manière dont on va les lancer les unes après les autres, c'est-à-dire que ça qui sont des dépendances, ça l'orchestrateur va nous le gérer justement par un système de graphes, par un système d'exécution séquencée, ça c'est lui qui voit. Mais ça nous servira également pour les mises à jour. Une mise à jour, donc l'orchestrateur, son rôle, c'est de faire des mises à jour de nos plateformes, de manière à diminuer les interruptions si on peut le faire, etc., etc. La priorisation, ça veut dire que il y a comme son nom l'indique, il peut y avoir des jobs et des tâches qui peuvent être prioritaires, donc qui doivent être exécutées avant les autres, et surtout qui doivent permettre de continuer à exécuter en dépit des autres. Donc si on manque de ressources, il faut que l'orchestrateur, justement, il sache gérer ça, il sache dire, OK, donc telle tâche que tu m'as soumise, elle est plus importante. Pourquoi? Parce que c'est mon service web public, et c'est pas grave si le batch il tombe, ce qui est important, c'est que mon service soit rendu. L'orchestrateur, c'est son rôle de gérer ça. Et pour terminer, je donne les principes, le pilotage et la sécurisation. Le pilotage, c'est quelque chose un terme qu'on utilise au quotidien, c'est typiquement les API de gestion de nos clusters, de gestion de l'infrastructure, de gestion de nos outils. On va pouvoir piloter de manière standardisée, rationaliser tout ça, de manière à gérer la sécurisation également de nos accès via ces interfaces. OK. Maintenant, on voit les principes généraux, on ne casse pas trop de solutions. On sait qu'il y a plusieurs choix qui existent, et ce serait vous mentir de vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix et qu'il n'y a que la solution que je vais vous proposer qui existe. Parmi les choix qui existent, il y en a 3 qui sont un peu incontournables dont on entend parler. Celui que j'appellerais trendy, celui qui est à la mode, Kubernetes. On le voit partout, c'est quelque chose qui est massivement utilisé, c'est un outil qui est très puissant, qui fait pas mal de choses, et que ce serait une erreur de passer à côté et de ne pas essayer de l'utiliser. Toutes les solutions que je vous montre, elles ont des avantages et des inconvénients. Il ne faut pas imaginer qu'il y a des choses qui sont préférables par rapport à d'autres et que c'est ma solution la meilleure. Non, chacune va correspondre à un besoin client par rapport à une nécessité. Et si demain vous êtes amené à construire un infra de conteneur, testez, essayez des choses et vous verrez que trouvez la solution qui correspond le mieux pour vous. La deuxième, Mesos, plus stable, quelque chose de très
j'allais dire ancien, mais c'est ancien dans le monde, dans notre secteur, ça signifie 2 ans. Mesos, c'est quelque chose qui est très utilisé, qui est stable, qui fonctionne bien, qui, contrairement à Kubernetes c'est orienté conteneur, Mesos gère beaucoup plus de choses, gère des binaires, gère... je n'ai pas ça en tête, mais c'est quelque chose qui est très utilisé, qui est très, très stable, et c'est très intéressant de s'en servir. Et pour terminer, petit dernier, celui qui est le plus facile, entre guillemets, c'est celui qui est fourni par défaut avec le moteur de conteneur le plus utilisé sur le marché, Docker, c'est-à-dire Swarm. Swarm Swarm Mode pour les puristes, qui est embarqué presque nativement avec Docker et qui s'installe très facilement. Donc ces 3 solutions sont des orchestrateurs de conteneurs. Et ils remplissent leur rôle très bien, on ne va pas se leurrer. Moi, je vais vous parler d'une 4e solution qui est poussée par une société qui s'appelle HashiCorp. HashiCorp, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui est née sur une idée, l'idée notamment Vagrant. Vagrant qui était leur premier logiciel, qui au début était construit par Michel Hashimoto, qui est dans son coin pour répondre à un besoin qui était propre. Et le besoin, HashiCorp est une société qui met en avant le DevOps, sa simplicité. C'est vraiment leur état d'esprit, dans leur ADN de société. Et donc, ils se sont mis à développer plein d'outils qui vont justement dans cette veine. Donc, je vais vous les présenter à pas parce que Nick l'a fait tout à l'heure, mais on compte notamment Vagrant, Packer, Terraform qui sont pour la partie provisioning, Vagrant pour la reconstruction des environnements identiques, Packer pour la construction des images, Terraform pour la création d'infrastructures. On compte également Vault, Consul, Vault pour la sécurisation. Vault, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant par HashiCorp et qui se stabilise de plus en plus et qui est de plus en plus utilisé. Donc, c'est une solution son descriptif, c'est gérer les secrets. Donc, si vous n'avez jamais touché à Vault, c'est très intéressant parce qu'il ne gère pas que normalement, le stockage de clés mot de passe. Il peut gérer du PKI et beaucoup d'autres choses. Donc, c'est très intéressant. Consul, l'annuaire de service leader sur le marché. Consul, c'est aujourd'hui, les dernières études montrent que c'est l'annuaire de service qui est le plus utilisé, qui est le plus déployé, peu importe la solution d'orchestration. Et enfin, le petit dernier, Nomad, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, l'orchestrateur de conteneurs d'HashiCorp, qui a été créé il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, et qui justement vise à s'intégrer nativement dans tout ça et qui garde les mêmes principes de simplicité et de stabilité. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important. Pourquoi Nomad? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'on a vu les autres, et toute la journée, en fait, aujourd'hui, j'ai discuté avec différentes personnes qui m'ont dit « Mais ok, ton Nomad, c'est super bien, mais pourquoi est-ce que j'irais préférer un Nomad par rapport à un Kubernetes qui est massivement adopté, par rapport à un Mesos où on a de la doc à gogo, ou à un Swarm qui est Docker ?» C'est une bonne question. Pourquoi on dit Nomad? D'une part, parce qu'un Nomad est nativement distribué, c'est-à-dire que dans son comportement même Nomad, il est multi-data center, multi-cloud, et hautement disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nomad utilise à l'intérieur de lui les mêmes protocoles qui sont à l'œuvre dans Consul, c'est-à-dire les protocoles, notamment les protocoles Raft qui implémentent Gossip, les protocoles Gossip, comme moi je préfère le terme épidémique, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et Nomad, quand il va construire, quand il va démarrer, il va dès le début essayer de fonctionner en mode multi-serveur, multi-data center si c'est possible, multi-cloud et multi-région. C'est son Tao, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que l'échec, le fait de tomber, le fait d'avoir une erreur, est déjà géré nativement dans l'outil. C'est-à-dire que lui-même, déjà, il est capable de faire des élections, il est capable de s'auto-réparer, c'est dans son comportement même. D'autre part, Nomad est flexible. Flexible, c'est-à-dire qu'il peut s'exécuter sur n'importe quel runner. Donc vous pouvez faire tourner un node Nomad aussi bien sur un Linux que sur un macOS, que sur un FreeBSD, que sur un Windows également. Et c'est simplement dans la définition de vos plateformes Nomad que vous allez choisir sur quel type de node d'exécution je m'exécute. Il sait gérer nativement du service et du batch, sans l'ajout de framework additionnel et sans l'ajout d'orchestrateur ou d'ordonnanceur additionnel, simplement un paramètre à lui passer pour lui dire comment est-ce qu'il va gérer ses services. Et enfin, pour terminer cette partie-là, il y a une isolation. Donc il y a une isolation au niveau sécurité, c'est-à-dire que les Nomad va s'appuyer sur les systèmes de sécurité natifs de chaque distribution sur laquelle il va se lancer. Par exemple, sur Linux, il va s'appuyer sur les cgroup et sur SE Linux, si c'est disponible, ou à part mort pour les aficionados Ubuntu.
Et il y a également une isolation au niveau de la solution des plateformes. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur lui-même, il n'a pas besoin de savoir ce que va s'exécuter, ni de savoir ce qui va se passer sous-jacent. Lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est de parler à son cluster nomade, et il sera ordonnancé par rapport à tout ça. C'est le cluster nomade qui va lui répondre, et comme font les autres orchestrateurs, il y a une isolation à ce niveau-là. Pour terminer, il est simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des dizaines de démons qui s'exécutent, il n'y a pas des dizaines de librairies additionnelles. Nomad, c'est comme tous les autres outils HashiCorp, c'est un seul binaire. Un seul binaire que vous déposez, et ce binaire fait aussi bien office de serveur nomade, donc il sert à la partie clusterisation de la partie serveur, master, que la partie client. C'est lui aussi qui va s'installer sur les clients nomades pour instancier les Docker, instancier les machines virtuelles, instancier tout ça. Il sert également de point d'entrée si vous avez utilisé Nomad en tant que ligne de commande pour s'adresser à un cluster externe. Ça, c'est un seul binaire qui fait tout ça, il n'y a pas de complexité autre que ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très simple, et les mises à jour, elles se font tout aussi simplement, quoi. On enlève le binaire, on le remplace, on redémarre, ça part tout de suite, il n'y a pas de problème. La configuration simple, c'est-à-dire que, comme je vais vous montrer tout à l'heure, il n'y a pas des fichiers de conf qui font 10 lignes, 20 lignes, 200 lignes, 500 lignes de long, avec des chiffres dans tous les sens, on ne sait pas très bien à quoi ils servent. La configuration elle est extrêmement simple, aussi bien pour la partie serveur que la partie client, et même la partie définition de plateforme, définition de service. Je pense que vous en avez vu un aperçu tout à l'heure avec le slot de Nick Jackson. On a vu un peu comment c'était simple. Je vais vous montrer qu'en fait, ce qui est réellement essentiel est encore plus simple, encore plus petit. Et pour terminer, des librairies stables, c'est-à-dire que dans l'interne de Nomad, on utilise les mêmes librairies qui sont à l'œuvre dans Consul, donc des librairies que je vous ai qualifiées tout à l'heure d'épidémiques. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est des librairies qui, dès qu'on va mettre en relation plusieurs nœuds nomades ensemble, plusieurs nœuds Consul ensemble, ils vont se transmettre l'information. Ils vont se transmettre l'information, peu importe s'ils ne peuvent pas se parler en direct. Donc c'est quelque chose d'épidémique, parce que comme quelqu'un qui est malade va toucher un autre, elle va se répandre, et c'est le même principe qui est à l'œuvre. Du moment que ça fonctionne ensemble, ça va se diffuser. OK. On a vu pas mal de principes, pas mal de choses. Comme je vous ai promis, je n'ai pas fait de redite par rapport à ce qu'a fait Nick Jackson tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment ça se passe, simplement, la création d'un cluster nomade. Donc, pour l'enquête de cette démo, ce que j'ai préféré retenir, c'est un cas client, simplement. Un cas client, c'est-à-dire, mon client vient me voir, mon ordinateur vient me voir, et il me dit, voilà, je dois déployer une application sur une infra de conteneurs, parce que moi, mes devs, ils ont fait sa base de conteneurs, comment est-ce que je fais pour la déployer? OK. Avant de vous expliquer, ça met un petit peu de temps, hop là, je vais bootstrapper mon environnement, à l'aide de Terraform, pendant qu'il finit. Donc je fais un Terraform apply, donc il y a un nombre de fichiers Terraform pour construire l'infrastructure. Hop là. OK. Pendant que ça travaille, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. Tac. Alors, si ça va bien marcher. Hop là. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cluster nomade sur Google, parce que j'ai choisi Google, mais arbitrairement. Pourquoi Google? Pourquoi pas un autre? On peut choisir un autre. On va le créer dans la région Europe. Et en l'occurrence, je l'ai mis sur le data center EU West 1, qui est situé, si vous ne le savez pas, en Belgique. Donc on va instancier 3 machines virtuelles serveurs, sur lesquelles on va installer Consul Server et Nomad Server. Puis après ça, on va instancier 3 machines virtuelles clients, qui vont exécuter nos services nomades, nos services nomades, et qui vont exécuter également les parties Docker. Après ça, sur ces clients, on va installer Consul client, Nomad client et Docker. Une fois que tout sera en place et que ça va fonctionner, donc on regardera comment ça fonctionne, on va créer une application nomade. Donc on va créer le fichier job, simplement on va regarder comment il se compose, et on va procéder à son enregistrement sur le cluster, et voir comment ça travaille tout ça, comment ça fonctionne. Et enfin, pour terminer, on ira voir ce qui est rendu par cette application. Au niveau de la configuration, pendant qu'il travaille, voilà simplement la configuration de la partie Consul serveur. Il n'y a que ça, pas de complexité, c'est très simple. Et qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande pour lancer Consul, on lance Consul, on dit fichier de conf c'est ça. Fichier de conf c'est, il me faut 3 serveurs Consul, avant de commencer à bootstrapper mon cluster, avant de commencer à l'initialiser. Il me faut
je choisis un rôle de type serveur. Comme je l'ai dit, le même binaire peut gérer à la fois la partie serveur que la partie client. On lui indique le nom du data center. Et le reste, c'est plutôt explicite, c'est les paramètres de gestion des IP, sur quoi on se bind, etc., etc. Grâce à ça, quand on a 3 serveurs consul, ça bootstrap. Ensuite, l'objet, c'est quand même de s'intéresser à Nomad. Notre partie Nomad, la configuration, elle est vachement plus compliquée. On va définir la région qui gère, parce que Nomad gère une région. On lui indique que le data center il est positionné. Et après ça, on lui dit que c'est un type serveur, pareil, qui doit attendre qu'il y ait moins 3 serveurs nomades qui soient présents pour se bootstrapper. Et pour terminer, on lui indique l'adresse de notre consul. Pourquoi l'adresse de notre consul? Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que Nomad, grâce à ça, va pouvoir dialoguer en direct avec consul pour 2 choses. D'une part, découvrir ses pairs, c'est-à-dire découvrir les autres serveurs nomades, découvrir les autres clients nomades. Donc ça, c'est très intéressant. Du coup, on n'a pas configuré Nomad nous-mêmes. On lance comme ça, du moment que consul fonctionne, tous fonctionnent automatiquement. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'en faisant ça, on permet à Nomad d'aller directement enregistrer nos services applicatifs dans le consul. Donc quand on va déclarer une application, quand je vais dire mon application, mettons, s'appelle Web, et bah, du coup, Nomad va enregistrer l'application Web qui sera disponible avec les tests de vie qui vont bien, les adresses qui vont bien, etc. Et du coup, on pourra adresser notre application sur simplement son adresse, donc, par exemple, si on part par la partie DNS de consul, sur web.service.consul. Ça marchera tout seul, et c'est Nomad qui va se charger de enregistrer, désenregistrer, etc., etc. En attendant qu'il termine, notre partie job, qu'est-ce qu'on a? Notre job, c'est aussi simple que ça. Donc, ce qui nous intéresse d'abord, c'est la première partie ici, parce que ce que vous avez à droite, c'est ni plus ni moins que ce qu'il y a dans un groupe. Donc, notre première partie, c'est quoi? J'ai défini un job qui s'appelle PCD 2017. Je lui dis qu'il est dans la région Europe. Je lui dis qu'il est sur les DC et GCE West 1, que c'est un type service et non pas batch, non pas système. Et à ça, je lui déclare 2 groupes, un groupe web et un groupe database. Après ça, dans notre groupe web, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le nombre d'instances web qu'on veut. On va lui dire que je lance une tâche de type front-end, qui s'appelle front-end, qui est un conteneur Docker, qui est une image que je vais vous montrer. D'ailleurs, je donnerai les sources de l'image à la fin si vous voulez aller voir ce que ça fait. Je lui dis qu'on enregistre un service HTTP, et à ça, je lui déclare ce qu'il consomme comme ressource. Très simple à définir, ça peut se faire à la main sans aucun souci. Ok, allons voir où est-ce qu'il en est maintenant. Ok, il a terminé. Hop là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à l'un de nos serveurs. On va voir ce qui se passe. Donc, je remonte un peu la vue. Donc, on va commencer par regarder au niveau consul ce qui se passe. Donc, notre consul, on voit qu'il a bien enregistré les 3 clients, donc les 3 serveurs de type client, les 3 serveurs de type serveur, c'est un peu redondant, qui sont data center GCE West 1 et qui sont alive. Donc le consul fonctionne correctement, tout discute correctement. Maintenant, si on regarde la partie Nomad. Notre Nomad, on voit justement que maintenant, au niveau des serveurs, il a découvert nos 3 serveurs. Donc 3 serveurs discutent ensemble, on voit que c'est le serveur 3, en l'occurrence, qui est leader. Donc c'est lui, comme expliquait Nick, c'est lui qui va prendre les décisions d'orchestration par rapport au cluster. On voit qu'ils sont situés dans le DC GCE West 1 et qui gère la région Europe. On sait que ça marche maintenant. Et maintenant, on va regarder au niveau node, mais je pense que vous savez à peu près ce qu'on va découvrir. On voit nos 3 nodes qui sont dans GCE West 1 et qui sont statut ready, donc prêts à accueillir des jobs. Ça nous intéresse. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement aller lancer un job. Tac. Donc le job, c'est la même chose que ce que je vous montrais dans les slides. On l'a là. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le même binaire qui permet de aussi bien gérer la partie serveur que la partie client, que la partie ligne de commande. Donc là, je suis en train de rentrer l'adresse de mon cluster Nomad distant. Parce que je ne peux pas m'embêter à lancer mon job, à le copier sur le serveur Nomad, je peux le gérer à distance, c'est quand même plus simple. Donc je lui indique Nomad run, le nom de commande run, je lui donne l'adresse de mon cluster distant et je lui passe le nom du fichier. Je lance, et là, on voit ce qu'il fait. Donc il lance une évaluation pour regarder un peu ce que je demande, puis il regarde mon fichier, il dit OK, il crée 3 allocations qui placent sur les nodes, en l'occurrence E77, etc., c'est le nom abstrait, du groupe web, groupe database, et le statut, il est en train de travailler. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe.
au niveau status. Tac. Donc on voit qu'il est en running. Okay. On va demander un peu plus de détails quand même pour savoir un peu ce qui se passe derrière, c'est plus intéressant. Hop là, j'ai fait une coquille. Ah ouais, 2917, on n'y est pas encore. Ouais. Alors, voilà. Donc du coup, je lui demande de lister le statut du job c'est 2017. Donc on voit son nom c'est 2017, grosse surprise. Type service, la priorité affectée, il est déduit automatiquement parce que je ne l'ai pas précisé. Le data center où il s'exécute, Google, statut running. Et ici, on voit le summary pour voir quels sont les états des conteneurs qu'on lui a demandé, des jobs qu'on lui a demandé, parce que Nomad ne sait pas gérer que les conteneurs, il sait gérer les conteneurs Docker, les conteneurs requêtes, il sait gérer les binaires, n'importe quel type de binaire, avec un exec bash classique, il sait gérer du Java et beaucoup de choses. Et enfin, on voit les 3 allocations qui sont présentes ici, donc de web, une database, qui sont statut running. Donc, vu que ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir un peu quelle est l'adresse IP. L'adresse IP de un des nœuds, parce qu'on va aller voir notre partie web ce qu'elle fait. Hein. Tac. Et je ne l'ai pas ici. Donc c'est lequel web running 52 D23. Tac, c'est client 1. OK. Client 1. Client 1, ça doit être celui-ci. OK, alors. Allons voir ce qu'il nous fait. Vu que j'ai bindé le port 80, c'est facile pour accéder à notre application. Donc l'application, elle fonctionne. Cette application, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un démon en Nginx qui est lancé par un console template. Donc console template, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil HashiCorp qui permet de lire la configuration console. Qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé, dans la colonne de gauche, de lister les nodes que console connaît. On y retrouve. Dans la colonne de droite, lister tous les services que console connaît. Et dans le petit tableau en haut, un focus sur notre application, donc les 2 front-ends qui sont lancés. Donc on voit que c'est des Nginx qui se lancent sur le GCO West 1, les nodes qui s'exécutent, et le back-end, c'est un Mongo en l'occurrence. Cette application fonctionne, c'est bien. On va maintenant passer à l'étape 2 parce que notre client est très content. Donc ce que je vais faire, c'est quand on entre à l'étape 2, comme tout à l'heure, je vais lancer la partie terraforming pour qu'il ait le temps de le faire. Étape 3, excusez-moi. L'étape 2, c'était le lancement de l'application. Tac. OK. Ça fonctionne. On repasse. Tac. Quand tu veux. OK. Étape 3 maintenant. Étape 3, c'est-à-dire que maintenant, notre client nous dit c'est génial, ça fonctionne, mon application elle tourne très bien, je suis très content, mais j'ai un petit problème. Donc on va voir quel est ton problème. Le problème, c'est que mon application elle fonctionne sur Google, mais Google c'est en Belgique. Et moi, j'ai besoin de l'exécuter en France, parce que j'ai des données sensibles dans la base de données. OK, des données sensibles, comment on va y répondre? On va créer un second data center, au sens console, et on va aller l'enregistrer dans Nomad. Donc on va créer un data center, en l'occurrence chez un cloud provider français, OVH, pour ne pas le citer. Et pour cela, on va lui dire, OK, donc j'ai besoin d'avoir une exécution qui va être spécifique sur la France. Donc, vu qu'on n'a pas besoin de recréer notre partie Nomad, pourquoi? Parce que la partie Nomad serveur, notre serveur Nomad, il gère la région. Et notre région, elle est déjà gérée au niveau Belgique, au niveau GCE. On aurait pu très bien créer de nouveaux serveurs Nomad en France, de manière à étendre notre cluster, c'était possible. Ce n'est pas le choix que j'ai fait. Je dis, j'ai besoin ponctuel, j'ai besoin juste d'exécuter quelque chose en France. Donc je vais bootstrapper un cluster console en France, et je vais juste créer un node d'exécution qui va se rattacher à ce cluster console. Et après ça, tout ça, grâce à la magie de la découverte des services console automatiques, tout ça va apparaître dans Nomad. Nomad va découvrir qu'il y a un client en plus qui est disponible pour lancer des jobs, et ça va fonctionner, simplement. Donc en gros, sur la partie OpenStack, parce que c'est OpenStack qui est derrière, OVH France, on crée notre console serveur, donc 3 consuls, pas de Nomad serveur, et on va ajouter également un Nomad client, qui est aussi un consul client, pour exécuter les jobs. Une fois qu'on aura fait tout ça, on va mettre à jour notre application de manière à lui indiquer ma base de données, j'ai besoin qu'elle s'exécute en France, pour des contraintes légales, pour ce qu'on veut, mais ça n'intéresse pas Nomad. On veut dire, voilà, j'ai une contrainte sur ce conteneur-là, sur ce groupe de placement, je veux que tu me places en France, c'est important pour moi. Et après ça, l'application, on la resoumet à Nomad, pour qu'il prenne en compte. Hop là. OK. Notre configuration, qu'est-ce que ça va être? On a la partie Nomad client. Je vais la montrer tout à l'heure, mais là, c'est intéressant de la voir.
Ça, c'est la partie configuration de notre nomade client. C'est pas très différent de la nomade serveur de tout à l'heure. On redéfinit la région, data center, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part, on n'a plus la partie serveur. Ça ne nous intéresse pas. Et en revanche, on a une partie client et on lui indique une autre classe. Donc on lui dit, c'est quelque chose qui est complètement abstrait pour Nomad, mais on lui dit, ton nœud d'exécution, c'est une classe data. Une classe data, ça veut dire que derrière, moi, je vais pouvoir appliquer des filtres, appliquer des contraintes lors du lancement de mon job. Et justement, en parlant de notre job, qu'est-ce qu'on a modifié dedans? On reprend le même job exactement. Qu'est-ce qu'on modifie? On lui a dit que notre job maintenant peut s'exécuter sur le data center GCE West 1 et France. Puis, on modifie la partie groupe database que je vous ai caché un peu tout à l'heure, elle est configurée de la même manière que la partie groupe web. Et simplement, on lui passe des contraintes en disant je veux une autre classe de type data, par exemple parce que j'ai un SSD dessus, parce que par exemple j'ai des IOPS qui sont garantis. Et je lui dis je veux également une contrainte que ça s'exécute en France. De telle manière, Nomad, logiquement, c'est un orchestrateur, va faire en sorte que tout ça fonctionne correctement. Ok. Tac. Alors, il a fini ici, j'ai pas vu. Ok. Il a fini. Donc, comme on le voit, on a nos 3 serveurs qui ont un rôle consul uniquement. Et on a nos IP clients. On a notre IP client parce qu'on est instancié qu'un seul, pas besoin de plus, j'ai un besoin simple. Même si pour la partie de failover, certains en mettre plusieurs, mais là, je n'ai pas besoin, c'est un besoin ponctuel. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Et je vais... Hop là. On se connecte. OK. Donc là, je suis connecté sur un de mes serveurs consul. Si je fais consul members, OK. Donc là, il me découvre bien mon domaine consul local. Mais moi, ça ne me suffit pas parce que moi, je veux que tout fonctionne ensemble. Et si je regarde consul member one, il ne découvre que lui. Ce n'est pas suffisant pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer les IP de notre première partie pour lui demander de rejoindre le cluster. Hop là. Et c'est aussi simple que ça. Tac, SSH, CentOS, tac, tac, tac. Donc maintenant, je veux que tout discute ensemble. Donc je lui demande à consul de faire un join. Je lui demande de rejoindre sur le WAN un autre serveur consul. Je lui indique l'adresse. Il me dit qu'il a correctement rejoint le cluster. Et justement, si on va regarder maintenant au niveau consul members one, il découvre les serveurs qui sont situés chez GCE, donc le consul, tout ça se met à discuter ensemble. C'est très intéressant. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier notre application de manière, donc étape 4 en l'occurrence, et je lui relance un run, donc la même commande, il n'y a pas de difficulté, c'est le même nom de job. Nomad run adresse, donc je vous ai montré le job tout à l'heure, je lui lance le run, qu'est-ce qu'il fait? Il refait une évaluation, il modifie les allocations, il crée une nouvelle allocation parce que la database, on l'a changée. Et maintenant, on va aller voir au niveau status ce qui se passe. Donc, au niveau status, les trucs ont un peu changé. On voit que c'est le même job, même nom, etc. Sauf que ce coup-ci, Data Center, c'est GCE West 1 France, OK. On voit que notre database, elle est en starting. Un peu de temps à télécharger une image Mongo, c'est pour ça. Celle de tout à l'heure, elle est en complete. Pourquoi elle est en complete? Parce que dans notre partie Nomad, je n'ai pas mis de stratégie de mise à jour. Quand on n'en met pas, Nomad, il est simple et méchant. Il détruit les anciennes allocations, il en met des nouvelles. Mais ce n'est pas le seul comportement. On aurait très bien pu lui dire stratégie de mise à jour, rolling update, de manière à ce que justement, il n'y ait pas d'interruption de service. On aurait pu également simuler un déploiement blue-green, on aurait pu simuler du Canary, tout ça c'est possible dans Nomad. Ok, donc maintenant, voyons voir s'il a fini de se déployer. Ok, donc tout est en running, on a running, ok. Maintenant, on va aller voir notre petite application de tout à l'heure, si justement il y a des choses en plus. Ok, ça a un petit peu changé. On voit qu'au niveau des nodes, maintenant, disponibles, il découvre la partie France. On voit qu'au niveau des services, un peu plus de choses, parce que forcément, il y a la partie France qui s'est rajoutée. Et si maintenant on regarde notre application elle-même, on voit que dorénavant, notre backend Mongo s'exécute en France et qu'il est sur host France. Donc, Nomad a pris en compte ce qu'on lui a demandé pour créer des contraintes. Ok, alors, ce qu'on va faire maintenant qu'on est là, maintenant la dernière partie. Étape 5. Pareil, Terraform Apply. Hop là, si je la retrouve. Hop là. Apply, de manière à ce qu'ils prennent en compte. J'espère qu'ils travaillent. C'est un peu long. Oui, ils travaillent. Ok. Ok, donc on revient à notre partie ici.
Maintenant, dernier cas client. C'est notre troisième dernière étape. Notre client, il est content, c'est bien, il a son application qui est distribuée à la fois sur Google en Belgique et un peu en France. Et on a une base de données qui est localisée en France, donc ces données, il est sûr de où elles sont situées. Maintenant, on dit, OK, maintenant ça marche très bien, tu m'as fait gagner beaucoup de clients, on a pas mal attaqué le marché. Dorénavant, je veux m'étendre parce que j'ai un besoin de m'étendre aux États-Unis. OK, États-Unis, là tout de suite, on se fait tilt parce qu'on se dit, bah, États-Unis, c'est très bien, a priori, pas de souci. Notre problème, c'est que notre cluster nomade aujourd'hui, il est attaché à la région Europe. Donc on ne va pas pouvoir utiliser la même astuce que ce qu'on a utilisé pour déployer en France, parce que si on essaye de déployer un data center aux US, bah, à moins de lui mentir et lui dire bah, ta région, c'est la région Europe, ce qui va poser quelques problèmes au niveau latence, là, bah, il ne pourra pas le faire. Donc ce qu'on va faire, bah, simplement, on va aller recréer une nouvelle région nomade dans un data center situé aux US et refaire très exactement les mêmes opérations que ce qu'on a fait dans l'étape 1. Donc on crée une nouvelle région nomade, on lui crée un cluster consul, on enregistre des nœuds d'exécution pour exécuter des parties Docker. Et une fois que tout est fini, bah, pour que tout puisse dialoguer ensemble, bah, on va faire rejoindre la jonction entre la région Europe et la région US pour que tout puisse discuter ensemble et qu'on puisse avoir des jobs qui vont être distribués entre les deux régions simplement et profiter de l'annuaire de service pour que les jobs qui sont situés en Europe puissent discuter avec ceux situés aux US, etc. etc. Hop là. Et vu que je pense que vous avez compris, jusqu'au-ci, je n'ai pas mis à jour de l'application parce qu'aujourd'hui, elle est là, et notre client, c'est pour un besoin hypothétique, puisse déployer rapidement. OK, alors. Au niveau configuration, il n'y a pas vraiment de complexité. On reprend exactement la configuration telle qu'on avait à l'étape 1. Donc, la seule différence, c'est qu'on change le data center, en l'occurrence la partie consul AWS ou S2, dans l'Oregon. Et pour la partie nomade, déploie région US, et simplement la même chose. Donc il n'y a pas de complexité à ce niveau-là. Hop là. OK, il a fini. Donc on va se connecter à l'un des serveurs. Tac. SSU, bien sûr. Alors, on se connecte à un des serveurs AWS. On va voir ce qui est découvert. Consul members. Donc là, il retrouve tous nos petits. Nomad server members également, pour voir ce qui est découvert au niveau nomade. OK, donc là, il retrouve toute notre petite partie. Et enfin, pour terminer, hop là. No. Ça lag un petit peu aux US, hein, parce qu'on est loin. Notre status, et enfin, on découvre notre partie. Alors là, vous me dire c'est bien, mais le problème, c'est qu'on ne redécouvre pas tout ce dont on a besoin, effectivement, parce que nous, ce qu'il nous faut, c'est également qu'on puisse rejoindre la partie Europe. Donc, tac, étape 1, on va faire comme tout à l'heure. On va aller faire un join. Tac, on fait le join au niveau consul. OK. Le consul, maintenant, s'est rejoint. Donc, si on regarde un consul members, on voit qu'on a... Oh là, oui, c'est normal, je suis en local. Niveau WAN, on voit que en fait, notre consul, il découvre tous les serveurs consuls qui sont situés à travers la planète. Donc, on en a AWS, GCE, etc., etc. Et normalement, si on regarde la partie nomade, bah, ce coup-ci, il ne découvre pas. Pourquoi? Parce que notre consul, il travaille à l'échelle du data center. Donc là, notre partie nomade, il dit, bah ouais, ok, c'est bien, sauf que bah, moi, je suis une région différente et je ne peux pas me rattacher au même cluster. C'est pour ça que dans ce cas de figure, on est obligé de lui lancer la commande nomade server join, de manière à ce que tout fonctionne. Et dorénavant, on indique à nomade de joindre une nouvelle région. Donc là, nomade a découvert l'autre région, donc tout peut discuter ensemble et on peut soumettre un job, que ce soit aux US ou en Europe, et il peut s'exécuter indépendamment aux US, en Europe ou sur les deux. Ça, c'est vous qui voyez quand vous définissez votre job. Voilà. Pour terminer notre petite application, notre point de référence de tout à l'heure. Donc on voit qu'on n'a pas changé d'application, donc ça ne va pas bouger. Par contre, on voit au niveau des nodes, bah, il a découvert la partie AWS, donc la partie France, GCE, les services sont augmentés. Donc là, on vient en l'espace d'environ une trentaine de minutes, on vient de bootstrapper deux régions d'exécution, US et Europe, sur 3 data centers à travers le monde et disponibles pour instancier des conteneurs et déployer nos applications en production. Si on termine maintenant
hop là. Quelques éléments dont on n'a pas forcément parlé là, parce qu'on est allé vite, c'est quand même une démonstration, donc il manquait des choses. La partie sécurité. Il y a des choses qui sont importantes, parce qu'on parle quand même de production, donc qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour la sécurité? On peut chiffrer les communications inter-cluster et entre les clients et les serveurs. Ça, c'est quand même fondamental pour que quelqu'un qui est extérieur ne sache pas ce qu'on fait sur nos clusters. Le chiffrement de la partie CERF, c'est-à-dire les protocoles Gossip et les protocoles Raft qui sont derrière, ça on peut les chiffrer, comme sur Consul. On peut authentifier à l'aide de TLS les nodes pour s'assurer qu'il n'y a pas un node rogue, on appelle rogue, un node méchant qui vient rejoindre le cluster pour s'approprier des conteneurs qui ne sont pas les siens. On peut authentifier également les accès à la CLI de manière à être sûr que c'est des gens qui sont autorisés, qui vont se connecter et qui vont faire les actions sur le cluster. On peut également, vous avez vu, c'est une API web, on peut très bien mettre un reverse proxy devant notre Consul ou devant notre Nomad pour authentifier qui va, vérifier selon les chemins qui va se connecter, qui va faire quelles actions. Pas de souci. C'est compatible Vault également, donc Nick l'a un peu parlé tout à l'heure, mais Vault peut s'interfacer avec Nomad de manière à gérer les clés, de manière à gérer les secrets sans avoir à passer les anciennes bases de données dans votre job. C'est quand même pas très sécure, si tout se passe en clair. Au niveau stockage, Nomad fait les choses simples, mais va pas essayer de faire des choses dont ce n'est pas son ressort. C'est-à-dire que la partie stockage, lui, il peut très bien consommer des plugins Docker, il peut très bien consommer du stockage local sur votre host, mais derrière, c'est à vous de créer la plomberie, par exemple de créer la partie, mettons si vous avez du Ceph ou du ClusterFS ou autre, tout ça, c'est à vous de le gérer cette plomberie-là. Pareil, sur la construction des plugins Docker, c'est à vous de les ajouter. Derrière Nomad, il n'y a pas que les consommer. Donc il se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux et ne fait pas non plus un milliard de choses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le stockage? Il peut binder les volumes locaux. Ça, c'est host, simplement, comme ferait dans Docker. Pour la partie réseau, simplement, pour la partie réseau, voilà, vous l'avez vu dans cette démonstration, j'ai utilisé une méthode simple. J'ai bindé le port 80 de notre host de manière à accéder facilement en service. Il est évident que si vous faites ça en production, la densification, ça va être compliqué, parce que vous ne pourrez pas monter au-delà d'un container web, tout du moins par host. Néanmoins, comme on l'a vu, cette interface avec Consul, donc la partie service discovery, donc on peut très bien le plugger avec un load balancer logiciel, ou un load balancer hardware, qui sait lire du Consul, donc c'est interfacé simplement avec Docker. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Quoi d'autre? Oui, important, la partie réseau, comme la partie stockage, on est compatible avec les volumes Docker, donc on peut très bien lui connecter un Weave, on peut très bien lui connecter un Calico, et derrière, moi j'ai vu des déploiements où Nomad sait fonctionner au niveau réseau avec des logiciels externes, et ça, c'est pas de problème. Nomad s'occupe vraiment de ce qu'il sait faire le mieux, et pas plus. OK. Pour terminer, si vous voulez voir comment j'ai construit la partie Nomad, la partie Consul, la partie Docker, c'est bien. Je vais mettre d'ici quelques heures les sources sur GitHub. Donc vous aurez tout, aussi bien les configurations Nomad, les configurations Consul, les configurations Docker, les scripts de Bootstrap, là que j'ai utilisé Terraform, oui, et la partie Terraform aussi. Donc vous faites Terraform Apply, ça fonctionne out of the box, rien de plus à faire. J'ai mis également dans ce dépôt l'application, si vous voulez aller voir comment fonctionne l'application qui lit l'aide de Consul template. Vous êtes libre de l'utiliser, il n'y a pas de souci, c'est très simple. Si vous avez des questions hors du slot, n'hésitez pas sur le Twitter @bcadio. Et puis voilà, pour terminer, il nous reste quelques minutes, donc est-ce que vous avez des questions? C'est après.